peut-être qu'elle nous regarde. Elle est là? Non. Je vais lui écrire un message. Bonjour tout le monde, on attend que Vanessa nous rejoigne, que GICF nous rejoigne. Bonjour à tous, à toutes. On essaye de se connecter avec notre collègue qui est au Guatemala, ça devrait pas tarder. Est-ce que vous nous entendez bien? Mettez un... Bonjour Camille. Est-ce que vous nous entendez? Ok, top, trop bien. Bonjour. On voit les commentaires avec un peu de décalage, je crois. Bienvenue à tous, à toutes. On attend encore, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, notre collègue du Guatemala qui doit se connecter. Bonjour Philomène. Bienvenue. Un petit rappel pour celles et ceux qui arrivent. Ce soir, on va prendre une petite vingtaine de minutes pour parler de comment on peut essayer de forcer les grandes entreprises qui ont un impact sur les droits humains, surtout sur les droits des femmes, à faire un petit peu mieux, à être un peu plus responsables. Et c'est pour ça qu'on a invité une collègue du Guatemala qui travaille avec des communautés qui vivent dans des zones où il y a des cultures très intensives d'huile de palme, pour qu'elle nous explique très concrètement qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des multinationales européennes qui s'implantent à côté de chez soi et qu'est-ce que ça peut signifier pour les communautés et pour les femmes qui vivent dans ces régions-là. Mais comme c'est loin, les connexions parfois sont beaucoup plus longues que ce qu'on pensait. Non. J'essaie de connecter notre collègue du Guatemala. Hola. Buenos días a los seguidores que hablan español, que nos están escuchando. Estamos esperando a Geisele, nuestra colega de Guatemala, que nos va a hablar de las consecuencias de las actividades de las empresas en Guatemala.
Ah, Jason nous a rejoint. Chloé. Ah, Giselle, ¿nos avisas en cuanto llegas? Tienes que aceptar la solicitud para participar al live. On y est presque. Elle est là dans le public. Il faut maintenant qu'elle nous rejoigne pour pouvoir participer. Comme ça, vous verrez d'un côté de l'écran, nous deux à Montreuil, et de l'autre côté de l'écran, Giselle qui est au Guatemala. On vous remercie de votre patience. Ça va nous prendre quelques instants. Giselle no puede unirse porque... Désolée pour les petits mouvements. Sí, Giselle, te mandamos una solicitud para unirte al live. Tienes que aceptarla. Ya. Listo. Hola. Hola, ¿nos escuchas? Sí, estoy desde la compu también, pero pues no me escuchaban desde la compu. Ok. Bon, parfait. Alors, je vais prendre quelques secondes pour vous présenter ce petit live qu'on a décidé de faire. Bonjour à tous, à toutes. Un grand merci de nous avoir rejoints. On est trois aujourd'hui, donc Hazel Sanchez, qui est coordinatrice de projet à ActionAid Guatemala, Alexia Delfos, qui est là, que vous ne voyez pas bien, qui est chargée de campagne à ActionAid France et qui va aujourd'hui nous aider avec l'interprétation. Et moi, je suis Chloé Stevenson, également chargée de campagne. On a décidé de faire ce live aujourd'hui parce qu'on est à une semaine du 8 mars. Le 8 mars, beaucoup d'entre vous le savent, c'est la journée internationale des droits des femmes. Et c'est aussi le 8 mars, le jour d'un vote important au Parlement européen, dont je vous parlerai tout à l'heure. On voudrait d'abord commencer par donner la parole à Hazel pour qu'elle puisse nous parler de l'impact qu'ont les multinationales, donc les grandes entreprises, surtout de l'agroalimentaire, qui utilisent de l'huile de palme qui est cultivée au Guatemala. Il faut savoir que l'huile de palme, c'est quelque chose qu'on trouve partout, pas seulement dans l'agroalimentaire, mais dans la plupart des biscuits qu'on peut trouver au magasin, par exemple. Il y a de l'huile de palme et que ça a un impact qu'on n'imagine pas toujours en fait sur les personnes, sur les communautés. Aujourd'hui, on va parler surtout de l'impact que ça a sur les femmes qui vivent dans les régions de culture. Hazel, te doy la palabra. Si nos puedes platicar un poquito de lo que has visto, de tu experiencia trabajando con comunidades y sobre todo del impacto que tiene el cultivo de palma en las regiones donde trabajas tú sobre derechos humanos y sobre las mujeres más que nada. Ok. Bueno, muchas gracias. La traducción va a ser simultánea, ¿no? Entonces no necesito parar. Lentamente, con muchas pausas para que yo pueda traducir poquito a poco. Ah, ok, poco a poco. Ok, bueno, buenas noches para quienes estén de aquel lado del planeta y porque por acá todavía es temprano. Mucho gusto, mi nombre es Hazel Sánchez y trabajo en ActionAid desde hace algunos años, específicamente en tierras bajas del norte de Guatemala, quienes están siendo afectadas por
la reciente expansión de monocultivos de palma aceitera en el país. Bonjour, bonsoir à tous. Mon nom est Jaisel. Je travaille pour ActionAid au Guatemala et je travaille plus particulièrement dans le nord du pays sur les conséquences des entreprises de l'huile de palme à cet endroit du pays. Voy a compartir resultados de una investigación que publicamos como ActionAid en octubre del año pasado y que habla sobre el aceite de palma y los altos costos sociales y ambientales que genera en las comunidades indígenas, campesinas, pero especialmente el impacto que genera en las mujeres. Je vais notamment vous parler des résultats d'une enquête qu'on a menée l'année dernière et qui montre justement ces conséquences, notamment sur les communautés indigènes et les femmes. Un primer punto que me gustaría abordar es que, digamos, sabemos que el aceite de palma se ha convertido en un aceite vegetal de mayor uso en el mundo y es probablemente ustedes normalmente van a los supermercados y probablemente no eligen directamente un aceite de palma para cocinar. Sin embargo, los productos que están consumiendo sí contienen aceite de palma, porque lo contienen alimentos como galletas, o lo contienen productos como champú, o lo contienen medicinas e incluso se hacen agrocombustibles. Alors, l'huile de palme, c'est pas une huile qu'on utilise forcément de manière quotidienne et pourtant vous allez le retrouver dans beaucoup de vos produits, dans les shampoings par exemple, dans les médicaments. Et donc, c'est une des huiles qui est les plus cultivées dans le monde. Algunos de estos productos que consumen tienen aceite de palma que se produce en Guatemala, ya que Guatemala es el sexto productor mundial de aceite de palma en el mundo y el tercer exportador mundial de acuerdo al volumen de producción. Esto solo después de Indonesia y Malasia, que como sabemos son los mayores productores. En el 2019, solo Unión Europea... Donc, la majorité de l'huile de palme, une grande partie de l'huile de palme que nous consommons vient justement du Guatemala. C'est le troisième exportateur d'huile de palme dans le monde. Dijiste el tercer exportador y... El sexto productor a nivel mundial y el tercer exportador. El tercer país que más se exporta en el mundo es Guatemala, seguido de Indonesia y Malasia. Et il est suivi de l'Indonésie et de la Malaisie. Sí. En el caso de Unión Europea, importa cerca de 438,000 toneladas de aceite de palma, que entran la mayor parte por el puerto de Rotterdam, pero que luego es distribuido en otros países de Europa. Y normalmente ustedes van a encontrar a Nestlé y a Unilever como las empresas que venden esos productos, aunque hay también otras empresas que transforman, que tienen capital europeo. Alors, la majorité de l'huile de palme va transiter par Rotterdam, et c'est notamment des entreprises comme Unilever qui s'occupent de le distribuer partout en Europe. Como dije antes, la producción de palma tiene altos costos, tanto ambientales como sociales, y estos son diferenciados en las mujeres. Son impactos diferentes en las mujeres, pero también son desproporcionados. Y esto ha generado una mayor brecha de desigualdad de género en las mujeres de las comunidades. Il y a des conséquences sociales qui sont très, très importantes et encore plus sur les femmes. Et on peut notamment retrouver plus particulièrement des grandes inégalités entre les conséquences que cette activité a sur les femmes et sur d'autres personnes. Durante por lo menos una década académicos han hecho estudios de las diferentes violaciones de derechos
humanos a partir de la expansión de monocultivos y tiene que ver con despojo de tierras, no cumplimiento de derechos laborales, criminalización de defensores y defensoras, destrucción de ecosistemas. Hay una amplia gama de impactos que se han venido documentando a lo largo del tiempo. Il y a beaucoup d'impacts différents. Notamment, ils criminalisent beaucoup les lanceurs d'alerte. Ils détruisent la biodiversité. Et je crois que, enfin, il y avait d'autres exemples, mais il y a une gamme qui est assez grande de conséquences, de conséquences négatives des activités de ces entreprises. Y en cuanto a las mujeres, me quiero centrar en tres grandes impactos que se derivan en esta profundización de las desigualdades, ¿no? El primero es que hay una amenaza al modo de vida y del sustento de las mujeres. A partir del despojo de la tierra, las comunidades pierden su posibilidad, por ejemplo, de producir alimentos. Y me gustaría traer al tema una cita de una de las mujeres que dice: el problema que tenemos actualmente es que no hay tierra para producir maíz, todo lo que es granos básicos. Esa es la dificultad que nosotros tenemos. Estamos mal si no tenemos parcelas para producir alimentos. Et du coup, il y a notamment trois grosses conséquences particulières sur les femmes. Et la première, c'est tout ce qui va concerner les conséquences sur le mode de vie des femmes, à cause notamment de l'accaparement de terre, parce que les femmes sont dépossédées des terres qu'elles utilisent normalement pour l'agriculture de subsistance. Et elles n'ont plus les moyens du coup de produire les aliments de base qui leur servent à se nourrir. ¿Puedes repetir, por favor, la cita para que yo pueda traducirla directamente? El problema que tenemos actualmente es que no hay tierra. Le problème que l'on a actuellement, c'est qu'il n'y a pas de terre para producir maíz. Pour produire du maïs. Todo lo que es granos básicos. Tout ce qui relève des grains basiques qui servent à l'alimentation. Esta es la dificultad que nosotros tenemos. C'est ça la difficulté que nous on a. Estamos mal si no tenemos parcelas para producir nuestros alimentos. Et nous sommes pas bien si on n'a pas de parcelles pour produire nos aliments. Otra de las situaciones es la contaminación de las fuentes de agua. Las mujeres relatan que es un problema la contaminación del agua porque siempre se mantiene sucia, con color oscuro, mal olor, y que no deberían de estar tomando esta agua que está contaminada. Además, hay muerte de animales de crianza que tienen para la alimentación por beber estas aguas. Entonces, ahí también se reduce sus medios de vida y su posibilidad de alimentación, que ya de por sí es bastante limitada. La deuxième conséquence négative, c'est la contamination de l'eau, la pollution de l'eau. L'eau a une couleur très foncée, elle a une mauvaise odeur et parfois on retrouve des animaux morts dedans et c'est important de prendre en compte ce facteur parce que c'est une eau qui sert à l'alimentation et une eau qui sert aussi à boire et du coup elles perdent aussi cette possibilité et cette ressource-là. Es importante mencionar que los impactos que han tenido las mujeres han ido en incremento. Al inicio, como hablaba, era la tierra, que sigue siendo un problema, luego está haciendo la contaminación de las fuentes de agua y ahora hay proliferación de plagas, específicamente de moscas, que le han generado enfermedades a la familia y también limita la posibilidad de crianza de animales. Et il est important aussi de souligner que ces conséquences sur les femmes, elles sont en augmentation. En ce moment, il y a notamment des problèmes comment on appelle ça, plagues en français, il y a beaucoup plagas, non? Ouais.
de maladies. Il y a des contaminations d'insectes, j'ai oublié le mot en français, qui les empêchent voilà, d'avoir accès à des terres saines pour produire des aliments. Un segundo punto respecto a los impactos en las mujeres es que el poco beneficio que las empresas traen en relación al trabajo, las mujeres son excluidas. Menos del 2% son empleadas en La Palma y cuando son empleadas son para realizar tareas como limpieza o cocina para los trabajadores. A ver, ¿puedes repetir, por favor? Que las mujeres las empresas de Palma no emplean a las mujeres en las plantaciones y realizan solamente el 2% del conjunto de trabajadores de las empresas o incluso menos son mujeres y estas solo realizan actividades como cocina y limpieza. Du coup, les entreprises n'emploient pas beaucoup les femmes en plus. Il n'y a que 2% des employés des entreprises de l'huile de palme qui sont des femmes et elles sont généralement employées pour des travaux du type nettoyage des usines, donc pas des travaux très durs physiquement. Y un último punto que me gustaría resaltar es que incrementan las cargas de trabajo del cuidado y doméstico por parte de las mujeres. Esto a causa de la deforestación, del poco acceso a medios de vida. Por ejemplo, una mujer decía que tenemos problemas con la leña, pues tenemos que caminar hasta 5 horas para buscar leña. Si no tenemos suerte de encontrar leña, nos regresamos a la comunidad sin nada. Entonces, este es un ejemplo de cómo las mujeres están invirtiendo más tiempo en actividades domésticas y del cuidado, y hay mucho menos tiempo para las mujeres que ellas puedan dedicar tiempo al ocio o incluso al conocimiento de sus derechos y demandas de sus derechos. Et le troisième point que je voudrais souligner, c'est que les femmes, les tâches domestiques des femmes et la charge domestique des femmes augmentent en conséquence des activités de ces entreprises parce que, par exemple, elles peuvent être obligées à aller chercher plus loin du bois pour le feu. Et ça, c'est qu'un des exemples, mais du coup, parfois même elles rentrent sans avoir trouvé du bois pour le feu. Et donc voilà, ça ajoute à leur charge mentale et à leur tâches domestiques. Y el incremento de trabajo se da también por el cuidado de enfermos o también porque tienen que alistarle alimentos a los familiares que trabajan en la plantación. Et c'est aussi des tâches, par exemple, de care, le fait qu'elles prennent soin de leurs proches, notamment quand ils sont malades, parce que c'est elles qui doivent s'occuper d'eux pour aller chercher des aliments, etc. Y quisiera agregar un punto más, que es el hecho de cómo los mecanismos de certificación que se han planteado como una solución a las malas prácticas que han tenido las empresas son solamente una fachada para hacer ver a las empresas sostenibles cuando las prácticas de violaciones de derechos se mantienen. Et la dernière chose que je voudrais souligner, c'est que les mécanismes de certification ne sont pas efficaces, ils ne servent pas à grand-chose pour garantir qu'il n'y a pas de violation de droits humains. Et ils sont souvent qu'une façade pour soi-disant dire qu'une entreprise est responsable alors que ce n'est pas le cas. Solo mencionar que estos mecanismos son insuficientes. Ya hay varios estudios y organizaciones que han planteado la serie de debilidades que tienen, pero yo solo quisiera mencionar que hay debilidades en la misma estructura del mecanismo, porque hay una mayor representación de empresarios, que hay debilidad en la realización de auditorías, porque no contemplan información e impactos
que se viven y que se han documentado desde las comunidades, y que hay debilidad en el monitoreo porque no tienen la capacidad de ir a ver si se están cumpliendo o no estos planes. Et du coup, il y a des faiblesses en fait à la fois dans le mécanisme général parce que c'est majoritairement des décideurs, des représentants des entreprises qui sont qui prennent les décisions dans ces certificateurs, les décisions de ces certificateurs. Et ensuite, il y a des problèmes dans les audits. Les auditeurs ont notamment pas la possibilité de contrôlent pas forcément très bien ce qui se passe dans les plantations. Et du coup, voilà, la troisième chose, c'est notamment ça, la capacité leur capacité à pouvoir contrôler ce qui se passe dans les plantations est pas bonne. Donc, ils n'ont pas la possibilité de garantir qu'il n'y a pas de violation de droits humains parce que le système fonctionne mal. Y solo me gustaría despedirme con unas palabras de Lucía García Cal, que es una lideresa comunitaria de la comunidad carolina en Chisec, que dice: me siento triste porque el agua es nuestra vida, porque eso me hace, porque eso siento tristeza, antes no se miraba eso. Nos duele la criminalización de las empresas y a través de otras personas que han promovido en contra de nosotros, porque no somos ningunos delincuentes. Lo único que hacemos es defender nuestro derecho a la tierra y la vida de nuestras familias. Ok. Alors du coup, je voudrais vous dire, conclure avec des mots de Lucia Lacalle, qui dit que pour elle, l'eau, c'est la vie, et que du coup, ça la rend triste, toute cette criminalisation notamment toute cette criminalisation des lanceurs d'alerte qui n'existaient pas avant et qui maintenant met un frein à leur activité et à la défense des droits humains. Muchas gracias, Giselle, por compartir con nosotras. Je vais maintenant vous dire quelques mots pour poursuivre la conversation. Un grand merci à Giselle. Vous aurez l'occasion après, d'ici 2 minutes, de poser des questions que vous avez peut-être pour savoir un petit peu plus concrètement comment ça se passe sur le terrain. Moi, j'aimerais vous dire 2 mots sur ce qui se passe de notre côté de l'Atlantique. Ça peut paraître assez lointain, on entend ce que décrit Giselle et qui est assez grave, puisque c'est des droits fondamentaux, l'accès à l'eau, l'accès à un environnement sain. C'est des droits auxquels on est tous, auxquels on devrait tous avoir accès. Et malheureusement, lorsque ces droits fondamentaux ne sont pas respectés et que c'est lié à des entreprises multinationales, c'est très difficile d'obtenir justice. On a vu que les inégalités de genre qui existaient déjà, donc les inégalités entre les hommes et les femmes ou entre les hommes, les femmes et les autres minorités sexuelles sont renforcées par beaucoup de multinationales. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a une opportunité en Europe de changer ça. Jusqu'à maintenant, c'était mission impossible. Si une personne d'une communauté, par exemple Lucia, la personne qu'a mentionné Giselle, voulait demander justice auprès d'une entreprise qui serait en Europe à fabriquer des biscuits avec cette huile de palme, c'est impossible. Pourquoi ? Puisque l'entreprise européenne peut dire « c'est pas mon entreprise, c'est un producteur au Guatemala qui respecte pas les droits des femmes et donc je suis pas concernée directement ». On a dans 1 semaine une opportunité d'amorcer un vrai changement en fait au Parlement européen. Il y a un projet de loi qui permettra de rendre responsables toutes ces grandes entreprises et de faire que sur le terrain, non seulement elles sont obligées d'essayer d'empêcher que ce genre de choses arrive, et elles sont aussi obligées d'assumer leurs responsabilités devant la justice. J'aimerais vous donner vraiment les 3 points clés
et pourquoi pour nous c'est fondamental pour les droits des femmes. D'abord parce que avec cette loi, c'est pas seulement rendre justice aux personnes qui auraient souffert, c'est pas seulement dire aux femmes qui ont déjà perdu leur accès à la subsistance, très bien, on vous compense, très bien, on essaye de réparer. C'est aussi en amont, lorsque ce genre d'entreprises, de multinationales vont lancer des activités, vont plus pouvoir se dire bon bah je lance mon activité dans tel pays, c'est pas très grave, c'est lointain, l'impact de toute façon je le sentirai pas passer. Elles vont être maintenant obligées d'anticiper en fait, anticiper les risques. Et ça concrètement, pour les droits des femmes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les mesures qui vont être prises pour éviter que ces choses se produisent, pour éviter par exemple que les personnes qui sont en charge de nourrir toute une famille ou toute une communauté le fassent avec de l'eau polluée, pour éviter que les personnes qui sont en charge du soin des anciens se retrouvent sans accès à des moyens de subsistance. Ces entreprises-là vont devoir vraiment se poser la question de quelles mesures correspondent pas seulement aux hommes, comme c'est souvent le cas, mais quelles mesures correspondent à toute la communauté. Un autre point qui est super important, c'est qu'elles ne pourront pas être hors sol, en fait, ces mesures. On oblige les entreprises à empêcher que les abus arrivent, mais pour savoir quoi faire, elles vont devoir aussi consulter. Les défenseurs des droits humains dont parlait Faisal à l'instant vont devoir être impliqués parce que c'est les personnes les mieux placées pour savoir ce qui se passe. Et ça peut aussi être un vrai levier. Jusqu'à maintenant, en général, ce qui se passe, c'est que les femmes sont un peu mises de côté ou pas écoutées, pas consultées en fait, quand on essaye de mettre en place des mesures comme ça. Là, c'est la loi qui obligera d'avoir une consultation des personnes concernées. Et pour nous, pour ActionAid France, ça veut dire évidemment pas seulement les hommes, pas seulement les autorités qui sont souvent des hommes, mais aussi les organisations de femmes, les habitantes, les expertes spécialistes des droits, du genre, etc. Et on a bien vu la différence que ça pourrait faire dans la situation que décrit Christelle. Et puis la dernière chose que je voudrais vraiment vous dire et qui me semble important, c'est que avec ce changement, donc si on arrive à avoir vraiment une loi au niveau européen sur ce qu'on appelle le devoir de vigilance, les personnes, les communautés, les familles, les individus pourront aller chercher les entreprises européennes devant la justice européenne. Ça fait toute la différence. Pourquoi? Parce que pour le moment, elles se défaussent en disant que de toute façon, ça va être la justice du pays concerné, que ce soit le Guatemala, que ce soit la Chine, que ce soit l'Afrique du Sud. Lorsqu'il y a des problèmes, on met ça loin des tribunaux européens. Alors que ces entreprises, elles sont européennes. Donc, c'est ça qu'on espère comme changement, c'est de pouvoir les attaquer tout simplement devant les tribunaux européens et relayer les demandes des personnes qui sont concernées en premier. Le vote, il est le 8 mars. Et ce n'est pas seulement une question d'institution de députés européens. C'est aussi une question de qu'est-ce qu'on peut faire nous. Et nous, on peut faire un truc très simple et qui titille souvent les politiques. C'est de leur dire qu'on les regarde, de leur dire qu'on les observe, de leur dire qu'on est sur leur dos. Et que avec les moyens qu'on a, en les taguant sur Instagram, en les taguant sur Twitter, en leur écrivant des mails, en leur disant que le 8 mars, il y a un enjeu pour les droits des femmes, il y a un enjeu pour la défense des droits des femmes et des minorités de genre, c'est de voter pour ce texte qui va être présenté devant eux et qui va introduire ce fameux devoir de vigilance au niveau européen. Donc on vous invite tous à faire ça. Vous pouvez aller voir sur le site du Parlement européen, vous avez toute la liste de tous les eurodéputés. Vous les taguez, vous leur écrivez, vous faites ce que vous voulez, vous leur envoyez une lettre. Mais ça fait vraiment la différence et ça permettra d'amorcer en fait un vrai changement et que dans les régions comme le nord du Guatemala, les personnes ne soient pas juste démunies face à des énormes boîtes qui sont des rouleaux compresseurs. On voudrait maintenant vous donner quelques minutes avant de fermer ce live pour poser des questions. Y si tienen preguntas en español también se puede.
pouvez nous écrire dans les petits commentaires. Si quieren comentar con sus preguntas, adelante. Et sinon, moi, j'aimerais poser une question a Giselle. Giselle, yo te tengo una pregunta. Sí. Me parece que nos comentaste de desigualdades que se hacen aún más fuerte desde que llegaron estas empresas. Pero me parece que también hay tal vez cosas nuevas, dinámicas nuevas, que no existían antes tal vez en estas comunidades y que esta industria ha venido cambiando en el terreno. Si nos puedes comentar un poquito de esto. Sí. Espera un momento. Yo voy a traducir la pregunta. Okay. Gisèle, il semble que tu nous as dit qu'il y avait de plus en plus d'inégalités à cause des activités de ces entreprises, mais il me semble que ces entreprises, elles ont aussi apporté des dynamiques nouvelles. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Des inégalités en plus, quoi. Ouais, des inégalités en plus. Yo creo que a lo largo del tiempo se han establecido nuevas dinámicas. Por ejemplo, yo me atrevería a decir que a lo largo del tiempo se habían ido ganando derechos para las mujeres respecto a la propiedad de la tierra. En muchos de los casos, el título de propiedad estaba a nombre del hombre y la mujer. Posteriormente, lo que pasó es que obligaban a las mujeres a firmar documentos que estaban en un idioma diferente al de ellas y que lo que hacía era perder su derecho a la tierra. Alors, ce qui se passe, par exemple, c'est tout ce qui concerne la propriété de la terre. Avant, les femmes avaient accès au titre de propriété. C'était à la fois, quand c'était des époux, le mari et la femme qui étaient propriétaires. Et depuis quelque temps, il faut signer des actes aux femmes qui ne sont pas dans leur langue maternelle et qui, en fait, sont des actes qui les poussent à renoncer à leur terre, à leur titre de propriété. Un segundo elemento que me parece que es una nueva dinámica es que antes las mujeres tenían la posibilidad de cultivar en sus casas, de cuidar los animales, pero han perdido esa posibilidad y lo que tienen que hacer ahora es vender su fuerza de trabajo fuera, que no necesariamente es bien remunerada, solo que es fuera y que tienen que buscar estrategias para complementar los ingresos, que antes no era así. Alors maintenant, est-ce que tu peux Ouais, pas de souci. Avant, c'était beaucoup plus facile pour ces femmes d'avoir quelques cultures à elles dans leur jardin, d'avoir quelques animaux. Maintenant, c'est plus possible et ces femmes sont obligées de sortir des communautés pour chercher du travail à l'extérieur. Ça veut dire pas forcément mieux rémunéré, mais ça veut dire que ça les oblige à aller chercher en dehors des compléments de revenus, ce qu'elles n'avaient pas besoin de faire auparavant. Y un tercer y último elemento que diría que es una dinámica nueva es el hecho de que se han establecido cada vez más bares que han incrementado el alcoholismo, pero que también ha hecho que el número de prostíbulos incremente y también enfermedades de transmisión sexual en las mujeres. Ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de bars et du coup, l'alcoolémie a augmenté et conjointement aussi les activités sexuelles, du coup, l'exploitation sexuelle, ce qui a aussi augmenté les risques de transmission de maladies sexuellement transmissibles. Gracias. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce que on peut conclure? Si hay más preguntas,
aquí los esperamos. Y si no, pues creo que nos vamos a despedir. Quizás solo mencionar que podemos, el estudio que se hizo el año que se publicó el año pasado y que pues ahí profundiza en diferentes dinámicas e incluso profundiza esas relaciones entre el comercio guatemalteco con el europeo, que ayudaría a entender mejor, digamos, estas relaciones y por qué es importante saber qué es lo que pasa en Guatemala, tomando en cuenta que son los productos que se consumen en otros países como Europa, ¿no? En Europa. Et du coup, si vous voulez, on peut vous partager une étude qui analyse précisément justement les relations entre le Guatemala et l'Europe et les produits qui s'échangent et qui analyse précisément tout ce dont on a parlé pendant le live. On voudrait, avant de vous dire au revoir, vous donner 2 missions, 2 conseils. C'est premièrement de regarder sur notre compte Twitter, PSO_ActionAid. Vous trouverez des explications très simples et des petits tuyaux pour savoir comment interpeller votre représentant au Parlement européen. Et deuxième chose, vous regardez sur notre compte Instagram, dans nos stories et dans nos posts, pareil, même chose, vous avez des petits visuels, des petites propositions et vraiment on vous invite à prendre 30 secondes de votre temps à chercher le nom d'un député ou le nom d'une députée ou même de plusieurs et leur demander le 8 mars de voter en faveur de ce texte qui permet de petit à petit, en tout cas, mettre un terme à l'impunité dont ces multinationales européennes jouissent dans le monde entier et qu'elles arrêtent de se balader dans tous les coins de la planète en n'en ayant pas grand-chose à faire des impacts que ça a sur les droits humains, sur les droits des femmes et sur l'environnement. Giselle, te agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad. Bueno, pues qué bueno que podamos abordar estos temas y que las personas puedan conocer qué es lo que está pasando en otros países, ¿verdad? Muchísimas gracias y pues esperamos continuar trabajando. A ti. Merci beaucoup, c'était très intéressant de pouvoir partager justement ces thématiques. Et voilà, merci beaucoup. Et merci Alexia pour la traduction en direct. Un peu approximative. N'hésitez pas à nous écrire en privé si vous avez des questions et sinon, bonne soirée à tous et à toutes. Et on continue. Okay. Bonne soirée.